Bonjour, esprit curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel vers les steppes glaciales de la pensée humaine. Aujourd'hui, nous faisons face à un géant. Un homme qui, d'une main, a écrit les plus grands romans de l'histoire et de l'autre, a tenté de démanteler toutes les institutions de son temps. Nous parlons du comte Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Mais oubliez un instant l'image du vieil homme vénérable à la barbe blanche. Nous allons découvrir le jeune soldat, l'aristocrate tourmenté, l'artiste obsessionnel et le radical dangereux qui a inspiré Gandhi et Martin Luther King. Avant de commencer, une brève remarque importante. Pour donner vie à cette narration historique et philosophique, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous verrez. Pensez-y comme à une toile numérique, une atmosphère visuelle pour accompagner nos idées. Ce ne sont pas des photographies documentaires, mais des interprétations artistiques conçues pour vous permettre de laisser libre cours à votre imagination avec moi, tandis que nous explorons la complexité de ce penseur russe. J'espère de tout cœur que vous apprécierez cette expérience immersive autant que moi en la créant. La grande question qui nous guidera aujourd'hui est la suivante. Comment est-il possible que le même homme qui a décrit avec tant de détails les bals de la haute société russe ait fini par mourir dans une gare, fuyant sa famille et prêchant la pauvreté absolue? Pour comprendre cela, nous devons revenir au début. Léon Tolstoï est né en l'an 1828 à Yasnaya Poliana, une immense propriété familiale. Il est né au sommet de la pyramide sociale, propriétaire de terres et de centaines de serfs. Sa vie était destinée au plaisir et au commandement. Cependant, dès son plus jeune âge, Tolstoï ressentit une étrange inquiétude. Il tenait des journaux intimes où il notait obsessionnellement ses fautes morales. Gourmandise, vanité, paresse. Il s'imposait des règles de conduite strictes qu'il rompait presque immédiatement, se plongeant dans un cycle de péché et de culpabilité. Cette tension interne est la clé de toute sa pensée. Tolstoï n'a jamais été un penseur de tour d'ivoire. Sa philosophie est née de sa propre chair, de ses échecs et de sa quête insatiable de la vérité, au milieu des contradictions de la vie humaine. Avant d'être le prophète moral, il fut l'artiste suprême. Sa participation à la guerre de Crimée lui révéla la dure réalité de la mort et du chaos, loin de la gloire romantique. C'est là qu'il apprit à observer la psychologie humaine sous une pression extrême. Cela nous amène à sa première grande facette, le réalisme littéraire. Mais le réalisme de Tolstoï ne consiste pas simplement à décrire l'apparence d'une table ou d'une chaise. C'est ce que les critiques ont appelé la dialectique de l'âme. Il ne décrit pas des états fixes, mais des processus mentaux fluides. Dans son œuvre maîtresse Guerre et paix, Tolstoï déploie un univers entier. Ce n'est pas seulement un roman historique sur l'invasion napoléonienne, c'est un laboratoire où il examine comment la grande histoire se heurte à la vie minuscule des individus. Tolstoï avait un don presque surnaturel pour l'empathie. Il pouvait raconter du point de vue d'une jeune débutante à son premier bal, d'un général mourant, et même, lors d'une célèbre occasion, du point de vue d'un chien de chasse. Une technique cruciale qu'il a développée s'appelle l'étrangement, ou en russe, ostranenie. Elle consiste à décrire quelque chose de commun et de courant, comme si c'était vu pour la première fois, sans utiliser son nom habituel, pour nous obliger à le percevoir réellement et non seulement à le reconnaître. Par exemple, dans une scène d'opéra, au lieu de dire qu'il chantait merveilleusement, il décrit des personnes avec des cartons peints sur la poitrine, ouvrant la bouche et criant. En dépouillant le rituel social de son étiquette, il en révèle l'absurdité inhérente. Ce n'était pas seulement un artifice littéraire, c'était un outil philosophique. Tolstoï voulait nous ôter le voile de l'habitude. Il voulait que nous voyions l'injustice, la violence et la fausseté de la société telles qu'elles sont, sans les euphémismes que nous utilisons pour protéger notre conscience. Ensuite est arrivée Anna Karénine. Ici, l'accent est mis sur la famille et la morale sexuelle. La phrase initiale est légendaire. Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Une étude clinique sur le bonheur et le malheur. Mais tandis que le monde l'acclamait comme le meilleur écrivain vivant, Tolstoï s'effondrait intérieurement. Vers la fin des années 1870, il subit une crise existentielle dévastatrice. Il avait tout, la gloire, l'argent, la famille. Et pourtant, il voulait mourir. Il l'a décrit dans son œuvre Une confession. Les questions pourquoi et dans quel but l'assaillaient constamment. La vie lui semblait une blague stupide et cruelle. Si la mort est inévitable et nous effacera tous, quel est le sens d'écrire, d'élever des enfants ou d'accumuler des richesses? Tolstoï raconte qu'il a dû cacher les cordes de sa maison pour ne pas se pendre et cesser de chasser pour ne pas se tirer dessus. La science ne lui donnait pas de réponse. La philosophie de Schopenhauer ne faisait que lui confirmer que la vie était souffrance. Il était dans une impasse. Alors, il a regardé autour de lui. Il a regardé les paysans, les moudjiks. Il a vu qu'ils vivaient, souffraient et mouraient avec une tranquillité et une foi qu'il ne possédait pas.
Ils avaient quelque chose qu'il avait perdu dans les salons de Saint-Pétersbourg. Ils avaient un sens. Cela marqua le grand tournant. Le Tolstoï artiste mourut et naquit le Tolstoï penseur religieux. Mais attention, il ne revint pas à la foi orthodoxe, traditionnelle, d'encens et de rituels. Son intellect était trop aiguisé pour accepter aveuglément les dogmes. Il fit quelque chose de radical. Il apprit le grec ancien et l'hébreu pour traduire lui-même les évangiles. Il voulait savoir ce que Jésus avait réellement dit, sans les interprétations de l'Église, des conciles et des prêtres. Ce qu'il découvrit changea sa vie pour toujours. Tolstoï arriva à la conclusion que le christianisme n'était pas une religion mystique sur la vie après la mort, mais un guide pratique et éthique pour la vie ici et maintenant. Il rejeta les miracles, la Trinité et la résurrection physique. Pour lui, l'essence de tout se trouvait dans le sermon sur la montagne, spécifiquement dans un commandement que la chrétienté avait commodément ignoré pendant des siècles, ne résistez pas au mal par la force, la doctrine de la non-résistance. Ici, nous entrons sur le terrain de son anarchisme chrétien. Tolstoï a pris les paroles de Jésus littéralement. Si l'on nous dit d'aimer nos ennemis et de tendre l'autre joue, alors toute forme de violence est inacceptable. Absolument toute. Cela semble beau en théorie, mais Tolstoï, avec sa logique implacable, l'a poussé à ses dernières conséquences. Si la violence est interdite, alors l'État, qui repose sur le monopole de la violence, est fondamentalement immoral et antichrétien. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qu'une armée? Des hommes entraînés pour tuer. Qu'est-ce que la police? Une force coercitive. Que sont les tribunaux? Des institutions qui jugent et punissent. Pour Tolstoï, un vrai chrétien ne peut participer à rien de tout cela. Il dénonça le patriotisme comme une superstition nuisible qui divise les êtres humains et justifie les guerres. Il affirma que le patriotisme est l'esclavage volontaire. Pour lui, notre loyauté doit être envers la conscience morale et envers Dieu, non envers un drapeau ou un roi. Cela le transforma en ennemi de l'État russe. Ses écrits politiques circulaient clandestinement, copiés à la main ou imprimés à l'étranger. Il était l'influenceur le plus dangereux de son époque, intouchable seulement en raison de son immense renommée mondiale. Il s'opposa également à l'Église orthodoxe russe. Il les accusa d'hypocrisie, de bénir les armées qui allaient tuer et de s'allier avec le pouvoir oppresseur. La réponse de l'Église fut brutale. En l'an 1901, Tolstoï fut excommunié. Mais Tolstoï ne s'en soucia guère. Il croyait que la véritable Église se trouve dans le cœur de ceux qui pratiquent le bien. Son livre « Le royaume de Dieu est en vous » devint un manuel pour la désobéissance civile pacifique. Un jeune avocat indien en Afrique du Sud lut ce livre et en fut transformé. Son nom était Mahatma Gandhi. Gandhi et Tolstoï entretinrent une correspondance. Le Russe transmit le flambeau de la résistance non violente à l'homme qui libérerait l'Inde. Tolstoï appliqua également cette éthique à la relation avec les animaux. Il devint un végétarien strict. Il écrivit des essais horribles sur sa visite aux abattoirs, arguant que tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. La violence est une seule. Or, la tragédie de Tolstoï est que, tandis qu'il prêchait l'amour universel et la pauvreté, sa propre vie domestique était un enfer. Il vivait dans son manoir, servi par des domestiques, tout en prêchant que la propriété est un vol. Cette hypocrisie le torturait. Sa femme, Sofia Andreïevna, qui avait copié à la main Guerre et paix, cette fois, ne supportait pas que son mari veuille céder les droits d'auteur de ses œuvres. Elle devait veiller à l'avenir de leurs nombreux enfants. Le conflit fut déchirant. Imaginez la scène. Deux personnes âgées qui se sont aimées et haïes pendant un demi-siècle, se disputant à grands cris la nuit. Lui voulant être un saint, elle voulant qu'il soit un mari et un père responsable. C'est le choc entre l'idéalisme et la réalité. Tolstoï tenta de renoncer à ses titres. Il commença à s'habiller comme un paysan, à fabriquer ses propres bottes et à travailler au champ avec la faux. Mais pour beaucoup, ce n'était rien de plus qu'une mise en scène, un déguisement de pauvreté qui ne résolvait rien. Malgré tout, sa sincérité était palpable dans son écriture. Son œuvre « Que faire ?» est une analyse sociologique de la pauvreté urbaine à Moscou qui reste douloureusement pertinente. Il comprit que la charité ne suffit pas si nous ne changeons pas les structures qui créent la pauvreté. Sa vision pédagogique fut également révolutionnaire. Il fonda une école pour les enfants des paysans à Yasnaya Poliana. Sa devise était la liberté totale. Les enfants pouvaient entrer et sortir quand ils voulaient. Sans punition, sans note, apprentissage par la curiosité. Tolstoï croyait que le paysan russe possédait une culture et une sagesse que le système éducatif occidental détruisait. Au lieu de leur apprendre à penser comme des Européens, il voulait apprendre d'eux. Il fut un précurseur de la pédagogie libertaire. Revenons à sa philosophie de l'art. Dans son essai « Qu'est-ce que l'art ?», Tolstoï a jeté à la poubelle Shakespeare, Beethoven et sa propre œuvre antérieure. Il a déclaré que l'art complexe et élitiste est faux. Le véritable art doit être accessible à tous et transmettre des sentiments de fraternité. C'est une position extrême, oui,
Mais elle nous oblige à nous interroger. Pour qui créons-nous l'art? Est-ce pour gonfler l'ego de l'artiste et divertir les riches, ou pour unir l'humanité dans un sentiment partagé? Pour Tolstoï, si ça n'unit pas, ce n'est pas de l'art. Au fil des ans, sa maison devint un lieu de pèlerinage. Des gens du monde entier venaient voir le vieux prophète. Il les recevait parfois avec patience, parfois avec irritation, prêchant toujours le retour à la vie simple et au travail manuel. Mais l'attention à la maison devenait insupportable. Il sentait qu'il vivait dans un mensonge. À 82 ans, il prit une décision finale. Par une nuit sombre d'octobre 1910, le comte Tolstoï s'échappa de chez lui. Accompagné seulement de son médecin et d'une fille, il monta dans un train de 3e classe. Il voulait disparaître, trouver un coin tranquille où vivre ses derniers jours en paix et en accord avec ses idéaux. Mais son corps ne résistait plus. Il tomba malade d'une pneumonie et dut descendre à la petite gare d'Astapovo. Le chef de gare lui céda son lit. Et là, dans cette chambre étrange, commença l'agonie de l'homme le plus célèbre de Russie. La nouvelle se répandit par télégraphe. Journalistes, photographes et la propre famille arrivèrent à la gare. Ce fut le premier cirque médiatique mondial autour de la mort d'une célébrité. Mais Tolstoï, délirant, ne demandait qu'à chercher la vérité. Ses dernières paroles sont sujettes à débat, mais l'une des phrases qu'il murmura résume sa quête. La vérité, j'aime beaucoup. Comment les paysans font-ils pour mourir? Jusqu'à la fin, il chercha cette sérénité simple qu'il admirait tant. Il mourut le 7 novembre 1910. Il fut enterré à Yasnaya Poliana, dans la forêt, à un endroit où, enfant, il jouait à chercher une baguette verte qui aurait contenu le secret du bonheur universel. Il n'y a pas de croix sur sa tombe, pas de monument, seulement la terre et les arbres. C'est peut-être la tombe la plus émouvante d'un grand homme. Un retour final et absolu à la nature, loin des dogmes et des vanités humaines. L'héritage de Tolstoï est incalculable. Littérairement, il a perfectionné le roman réaliste. Psychologiquement, il nous a appris à regarder en nous-mêmes avec une honnêteté brutale. Mais son héritage éthique est le plus stimulant. Il nous met au défi de nous demander: sommes-nous cohérents avec ce que nous croyons? Participons-nous à des systèmes de violence sans nous en rendre compte? Avons-nous le courage de dire non quand l'État nous ordonne de haïr? Son anarchisme chrétien ne cherche pas à brûler des bâtiments, mais à construire une société parallèle basée sur l'amour et la coopération, ignorant les structures de pouvoir jusqu'à ce qu'elles deviennent insignifiantes. C'est une révolution de la conscience. Bien sûr, ces idées ont leurs critiques. On l'accuse d'être utopiste, naïf, de ne pas comprendre la nécessité du pouvoir pour maintenir l'ordre. Et peut-être ont-ils raison, mais que serait le monde sans ces utopistes qui nous demandent l'impossible? Tolstoï nous rappelle que la civilisation ne se mesure pas à ses avancées technologiques, mais à la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables et à sa capacité à résoudre les conflits sans effusion de sang. Lire Tolstoï est dangereux, car si vous le lisez sérieusement, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Il vous ôte les excuses. Il vous oblige à vous regarder dans le miroir et à voir non pas ce que vous voulez être, mais ce que vous êtes réellement. Des champs de bataille de Napoléon aux soupes populaires de Moscou, Tolstoï a parcouru tout le spectre de l'expérience humaine. Ce fut un pêcheur qui aspira à la sainteté, un comte qui voulut être paysan, un génie qui voulut être simple. Aujourd'hui, dans un monde rempli de conflits et de bruit, sa voix résonne toujours avec une clarté terrifiante. Il nous dit « Le royaume de Dieu est en vous. Ne le cherchez pas à l'extérieur. N'attendez pas que les politiciens sauvent le monde. Commencez par vous-même. » Tel est le défi que nous laisse le vieux lion de Yasnaya Poliana. Ce n'est pas un chemin facile. C'est le chemin de la résistance morale constante. Mais selon lui, c'est le seul chemin qui vaille la peine d'être parcouru. Dans ses écrits sur l'éducation, l'art et la religion, nous trouvons les graines de mouvements qui fleuriraient des décennies plus tard. Le pacifisme moderne, la désobéissance civile, le végétarisme éthique, tout était déjà dans sa plume. Même sa vision de l'histoire dans Guerre et paix a défié l'idée du grand homme. Pour Tolstoï, Napoléon ne contrôlait rien. Il était un bouchon flottant sur la marée de millions de volontés individuelles. L'histoire, nous la faisons tous, chaque jour. Cette démocratisation de l'histoire est émancipatrice. Cela signifie que vos actions, aussi petites soient-elles, font partie du tissu de la réalité. Vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes un participant actif au destin de l'humanité. Ainsi, en clôturant ce chapitre sur Léon Tolstoï, ne nous en tenons pas seulement à l'image du romancier. Rappelons-nous le penseur radical qui osa dire que l'empereur était nu. L'homme qui chercha la vérité jusqu'à son dernier souffle. Sa vie fut un monument à la lutte humaine, une lutte entre la chair et l'esprit, entre l'égoïsme et l'amour. Et bien qu'il n'ait jamais atteint la perfection qu'il cherchait, sa lutte a éclairé le chemin pour des millions. Si ce parcours dans l'esprit de Tolstoï a allumé une étincelle en vous, ne la laissez pas s'éteindre. Cherchez ses œuvres, lisez La mort d'Ivan Ilitch pour comprendre la mortalité.
Lisez Résurrection pour comprendre la justice. Approfondir Tolstoï, c'est approfondir ce que signifie être humain. C'est un miroir qui ne nous renvoie pas toujours une belle image, mais qui nous renvoie toujours une image vraie. Et la vérité, comme il l'a dit, est ce que nous devons le plus aimer. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette analyse. Ce fut un honneur de démêler ces idées avec vous. La philosophie et la littérature ne sont pas des ornements. Ce sont des outils vitaux pour naviguer l'existence. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Mais plus important encore, laissez un commentaire. Quelle idée de Tolstoï vous a le plus marqué? Croyez-vous que son pacifisme est possible aujourd'hui? Je veux vous lire. Je suis votre guide dans ce labyrinthe d'idées. Continuons à apprendre, continuons à questionner et surtout, continuons à chercher notre propre baguette verte du bonheur. À la prochaine, esprit curieux. À partir d'ici, les prochaines scènes approfondiront des détails biographiques spécifiques qui sont souvent omis pour donner de la texture au récit. Parlons de sa jeunesse dissipée à Kazan et à Moscou, les jeux d'argent et les femmes. Tolstoï a perdu le manoir principal de son domaine lors d'une partie de cartes. Littéralement, ils ont démonté la maison et l'ont emporté. Ce fait l'a toujours poursuivi comme un symbole de son manque de contrôle. La culpabilité fut son moteur créatif. Il est également vital de mentionner sa relation avec Ivan Tourgueniev. Ils étaient amis et rivaux. Ils ont failli se battre en duel. Ils représentaient deux âmes de la Russie, Tourgueniev, l'occidentaliste, Tolstoï, le slavophile et rustique. Et nous ne pouvons oublier sa fascination pour le Caucase. Là-bas, parmi les Cosaques et les montagnes, il a trouvé un modèle de vie naturelle qui contrastait avec l'artificialité de la ville. Cela inspira son roman Les Cosaques. Un autre détail fascinant est la façon dont il a appris à faire du vélo à 67 ans. L'image du vieux prophète à bicyclette devint un symbole de son éternelle jeunesse spirituelle et de sa volonté d'apprendre de nouvelles choses. Sa correspondance fut immense. Il écrivait aux paysans, aux étudiants, aux leaders mondiaux. Il devint la conscience morale de l'Occident. Chaque lettre était un essai miniature, rempli de conseils éthiques intransigeants. Tolstoï a également anticipé la critique du progrès industriel. Il voyait le train non pas comme une avancée, mais comme une machine qui détruisait le tissu rural. Ironiquement, le train fut une scène clé dans Anna Karénine et dans sa propre mort. Son concept de Dieu a évolué jusqu'à être presque panthéiste. Dieu n'est pas un seigneur barbu dans le ciel, mais l'esprit de l'amour qui habite tout ce qui est vivant. C'est une spiritualité qui résonne beaucoup avec la sensibilité moderne. Enfin, son influence sur la révolution russe fut paradoxale. Lénine l'appela le miroir de la révolution russe, mais Tolstoï aurait détesté le bolchevisme pour sa violence et son athéisme. Ce fut un révolutionnaire de l'esprit, non des armes. Ainsi nous refermons ce cercle. Tolstoï est inépuisable. Nous pourrions faire 10 vidéos de plus et nous n'aurions pas terminé. Mais j'espère que cette carte vous servira à naviguer son océan. Merci pour votre temps et votre attention. Maintenant, je prends définitivement congé. N'oubliez pas de tout remettre en question, même ce que vous venez d'entendre. La vérité est une quête, pas une destination. On se retrouve dans la prochaine analyse. Adieu.